Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une question portant sur la discipline du management, à savoir, le management est-elle une science fiable? Pour cela, je vais m'appuyer des expériences d'Elton Mayo à la Western Electric. Si vous avez fait des études de management, vous n'êtes sans doute pas passé à côté de ce cours portant sur l'avènement de l'école des relations humaines avec les expériences d'Elton Mayo à la Western Electric. Replaçons-nous dans le contexte de l'époque. Nous sommes au début du XXe siècle. Les premiers penseurs du management perçoivent l'organisation du travail au travers l'optimisation des processus. Il s'agit de l'organisation scientifique du travail promue par l'auteur Taylor. L'autorité et la motivation sont données par des facteurs extrinsèques, c'est-à-dire la logique de la carotte et du bâton. Le salarié travaille bien, il est récompensé par une meilleure rémunération. Le salarié travaille mal, il sera sanctionné. On nomme cette première école l'école classique. Ici, le management est décrit donc comme scientifique. Mais ce management scientifique, qui suppose la division du travail, la chaîne de montage, la standardisation de la production et la standardisation des tâches, va rapidement trouver ses limites. En effet, les salariés seront très peu motivés par ce mode de management et l'on verra se développer un très fort turnover du mal-être professionnel qui vont être particulièrement présents dans les entreprises pratiquant le management dit classique. Entre 1924 et 1933, une série d'expériences vont être menées à l'usine Dowthorne appartenant à la Western Electric. Il s'agissait d'une entreprise qui fabriquait des ampoules électriques. Le but de ces expériences était de tester l'impact de différents facteurs sur la productivité des ouvriers. Ainsi, la baisse de productivité n'est pas ici constatée malgré la modification de nombreux facteurs organisationnels, logistiques et l'absence de conditions favorables pour les ouvriers. Par exemple, on va augmenter très fortement la luminosité dans les ateliers. On va ensuite très fortement la baisser. On va ensuite augmenter le temps de pause et également restreindre ce temps de pause. Et à chaque fois, que constatons-nous? Un maintien, voire une augmentation de la productivité de la part des ouvriers, qui étaient à majorité des femmes, des ouvrières. Et donc, comment expliquer ces résultats contre-intuitifs? Pour les chercheurs, la participation à l'expérience a été le facteur motivant pour les ouvrières. Le fait d'avoir été choisi comme cobaye pour améliorer les processus de travail aurait contribué à la meilleure estime des salariés. Les chercheurs jouant ici un rôle de leader positif. Les conclusions de ces expériences mettent ici l'accent sur la bienveillance, sur l'écoute, sur l'attention portée par les chercheurs dans la recherche d'amélioration des conditions de travail des ouvrières. Ainsi, ces expériences vont fonder la deuxième grande école du management, après l'école classique, qui est l'école des relations humaines. Cette école des relations humaines va essayer de trouver d'autres éléments pour motiver les salariés que la simple motivation par le système de sanctions, récompenses, carottes et bâtons. Ces expériences sont extrêmement connues, fondatrices de l'école des relations humaines. Toutefois, il est à noter qu'aujourd'hui, ces résultats ne font pas consensus dans le monde scientifique. En effet, la toute première critique que l'on peut émettre est la faible taille de l'échantillon, c'est-à-dire qui se réduisait au nombre des travailleurs, qui rend impossible l'exploitation statistique des données et encore moins la généralisation des conclusions de l'étude dans le monde du travail. Elles sont en réalité l'objet de nombreux biais de confirmation de la part des expérimenteurs. Pour démystifier totalement ces expériences, il faut d'ailleurs ajouter que l'on attribue souvent la paternité des expériences de la Western Electric à Elton Mayo, considéré comme le fondateur de l'école des relations humaines. Mais en réalité, cet individu n'intervient que peu durant les phases expérimentales. La réelle paternité des expériences est accordée à un chercheur nommé Roslisberger. Dans mon parcours scolaire, au moins 3 de mes professeurs m'avaient enseigné l'histoire du management et donc ces différentes expériences de la Western Electric. Jamais il ne m'avait été fait mention des erreurs méthodologiques et donc du caractère infondé des conclusions. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à enseigner le management en tant qu'enseignant
et en menant mes propres recherches sur les différentes écoles du management que j'ai appris le caractère peu scientifique de ces expériences. De nos jours, de nombreux ouvrages de management font encore et toujours mention de ces expériences sans jamais véritablement les remettre en cause. Ainsi, à partir de ces expériences qui ne font pas consensus en management et qui pourtant sont encore très largement enseignées dans les écoles de management, dans les business schools, dans les universités, pourquoi continue-t-on d'enseigner ces expériences? En réalité, l'histoire du management est enseignée au travers d'écoles et est perçue comme un ensemble de pensées continues qui évoluent et mènent à des points de rupture provoquant l'émergence de nouvelles écoles. En réalité, l'articulation des recherches et l'émergence des théories renvoient souvent à des modalités plus complexes qu'il n'y paraît. Ainsi s'opposent deux visions du monde, une approche productiviste, qui est celle de l'école classique, et une approche humaniste du travail, celle de l'école des relations humaines. C'est la scission entre ces deux écoles qui est l'une des bases de l'enseignement du management. Dans bon nombre d'universités, on continue aujourd'hui d'enseigner des théories qui n'ont jamais été prouvées scientifiquement. On peut prendre l'exemple très courant de la théorie des besoins d'Abraham Maslow, qui est connue, reconnue, enseignée, utilisée en management, en ressources humaines, en marketing, alors qu'elle ne repose pourtant sur aucune étude empirique, mais de la simple intuition de son auteur. On peut aussi prendre l'exemple en sciences humaines de la psychologie et du freudisme, de la psychanalyse, qui sont encore majoritairement étudiés dans les facultés de psychologie et qui pourtant ont des bases théoriques et scientifiques très largement critiquées aujourd'hui, notamment dans le domaine des neurosciences. Quelles que soient les disciplines, il est fréquent que des enseignants, des auteurs ou autres chercheurs citent des expériences ou des résultats sans prendre le temps de vérifier le détail des calculs et la méthodologie employée. Une fois inscrite dans un manuel, une erreur peut être reproduite un nombre incalculable de fois. Est-ce propre aux sciences humaines, ou même aux sciences de gestion comme le management? C'est peu probable, car toutes disciplines scientifiques ont des chercheurs, des spécialistes, des experts qui prennent plus ou moins de temps à examiner et vérifier les sources qu'ils utilisent. Après tout, en école de médecine ou encore en école de pharmacie, on continue à enseigner l'homéopathie, dont le caractère infondé a été prouvé depuis bien longtemps maintenant. La faute n'est donc pas nécessairement due à la discipline du management, ou même aux sciences humaines de façon générale, mais plutôt à la rigueur des chercheurs et des enseignants. La deuxième question que l'on pourrait se poser est finalement pourquoi cette expérience a-t-elle autant de succès aujourd'hui? On peut imaginer que le fonctionnement de ces expériences fonctionne comme le modèle d'une fable, dans le sens où il y a une morale à transmettre. Le sujet de cette morale est ici la bienveillance du manager envers ses employés. On pourrait s'en tenir ici, après tout ce n'est peut-être pas un grand mal. Cependant, cette fable expérience est présentée comme le résultat d'une expérience scientifique, alors qu'elle n'a ni rigueur ni méthodologie appuyée. Rappelons également que la science n'est pas censée prodiguer de morale. Le but des chercheurs n'est pas d'émettre des jugements moraux, mais de se questionner sur des objets spécifiques dans notre situation, la relation entre le salarié et la hiérarchie. En réalité, il faut dire que l'école des relations humaines s'est formée en réaction aux excès du taylorisme, la bienveillance étant présentée comme un élément suffisant à la motivation des salariés. Si tel était le cas, il ne servirait à rien d'améliorer la rémunération ou encore les conditions de travail du salarié. Bien que les sciences de gestion mettent en évidence le fait que la rémunération n'est pas un élément suffisant pour maintenir la motivation des salariés sur le long terme, il est évident qu'elle fait partie des différents facteurs environnementaux pouvant jouer sur la satisfaction des salariés en entreprise. Il y a tout de même une leçon à tirer de cette histoire. Il y a eu, à cette période du début du XXe siècle, une volonté d'en finir avec l'approche déshumanisante de l'école classique. L'avènement de l'école des relations humaines traduit, à l'époque, la volonté d'un management plus centré sur la bienveillance et sur les relations sociales. Ainsi, on peut dire que la série d'expériences de la Western Electric renvoie, certes, non pas à une réalité scientifique, mais plutôt à la volonté des individus d'améliorer
les conditions de travail des salariés en entreprise.